Bonjour à tous et à toutes, c'est Killing Joke, je suis content ici de vous retrouver pour un jeu que j'ai beaucoup aimé, hein, je vous le dis d'entrée cash, c'est un jeu que j'ai énormément apprécié. Comme vous pouvez le voir, il s'agit de Life is Strange, c'est un jeu qui est sorti il y a maintenant 2 ans, le 25 janvier 2015, hein, si je dis pas de bêtises. Et oui, bah pourquoi est-ce que je le fais si tard? Tout simplement parce que il y avait beaucoup de gens qui en parlaient à ce moment-là, j'avais pas spécialement envie de le faire, puis là, boum, ça m'est venu d'un coup, je me suis dit, allez, il faut que j'y aille, Bloody, faut que tu l'enfonces là, on va le défoncer le jeu, je l'ai fini en 3 jours. J'étais au taquet, hein, franchement, c'est un jeu qui m'a énormément plu. Ça, c'est développé, alors si je dis pas de bêtises, c'est édité par Square Enix, donc ceux qui s'occupent forcément de Final Fantasy. Deus Ex Human Revolution, Deus Ex Mankind Divide, hein, pour ne citer que. C'est développé par Donut Entertainment. Don't Nod Entertainment et pas Donut Entertainment. Bref, c'est un point and click un petit peu genre Beyond Two Souls, donc c'est un jeu scénarisé, hein, voilà, tout simplement. Peggy 16, il l'a pas volé, hein, son Peggy 16. Il y a des scènes qui sont relativement choquantes, hein, je vais pas vous le mentir. Bon, je suis un petit peu, je suis un petit peu âme sensible, mais quand même, hein, il y a quand même des trucs assez hardcore, quoi. Donc, Life is Strange, de quoi ça parle? On a incarné le personnage que vous voyez à l'écran, qui s'appelle Maxine Caulfield. C'est une étudiante en photographie qui se rend compte au cours d'un rêve qu'elle fait en cours. Au cours d'un rêve qu'elle fait en cours. Vous me suivez? On va se retrouver dans un rêve où il y a une espèce de tornade, on ne sait pas trop quoi. Et elle se réveille, puis elle découvre au fur et à mesure du temps qu'elle peut contrôler le temps. Bon, je sais plus ce que j'ai dit, mais je trouvais ça marrant. Le fait de dire 2 fois temps, c'était marrant. Bref, donc elle se rend compte qu'elle peut maîtriser le temps. Donc gros point fort déjà, c'est le personnage principal, tout simplement. Les personnages principaux. Maxine Caulfield, ce personnage qui est à la fois très réservé, très... On sent qu'il y a vraiment un mal-être, hein, si vous voulez, sur ce personnage. On sent qu'elle en chie, qu'elle n'est pas contente, qu'elle n'est pas joviale. Elle est très cynique avec elle-même, elle n'a pas confiance du tout en elle. On va le voir d'ailleurs dans une très belle scène. Je vais essayer de vous la mettre. Elle met tout simplement ses écouteurs, elle sort tout simplement de cours. Puis en fait, on se rend compte qu'à ce moment-là, ils ont voulu que le personnage soit monsieur et madame tout le monde. Et ça marche même très bien. On sent réellement que elle vit comme vous et moi, quoi. Elle a son petit appart, elle se brosse les dents, elle se couche le soir, elle fait ses devoirs, etc. Donc, je pense, le jeu vise vraiment un personnage d'étudiant, un personnage jeune adulte, hein, peut-être. Et on sent vraiment le mal-être de ce personnage qui n'a absolument pas confiance en elle. Mais même elle le dit, faut pas... sort normalement, n'est pas l'air d'une grosse loser, etc. Elle va même s'appuyer contre le mur, mais sa façon dont elle s'appuie contre le mur, sa gestuelle, je la trouve vraiment réussie parce que elle n'est absolument pas crédible dans... c'est crédible dans l'univers, hein, du jeu, évidemment, mais le personnage n'est pas crédible dans le sens où elle essaie de s'auto-rassurer. Donc ça, c'est très fort, hein, quand même. Hein. Elle essaie de s'auto-rassurer en prenant une pause cool, mais sur elle, ça ne fait absolument pas cool. Donc je trouve que c'est vrai, enfin, c'est quelque chose qui marche, parce que ça marche avec le personnage. Donc quand on prend une espèce de... Quand elle prend cette pause-là, je vais jouer vous la mettre, hein, la pause, c'est obligé. Mais quand elle prend cette pause-là, je la trouve vraiment absolument magnifique. Parce que ça décrit vraiment le personnage de A à Z. Elle met d'ailleurs ses... vous avez sûrement vu la scène, hein, maintenant. Mais vous voyez que elle a vraiment une oppression, hein, sur elle, que le monde tourne et que finalement, elle est là, spectatrice du monde et non pas actrice, quoi. Et quelque part, ce personnage-là, il a quand même une espèce de bonté intérieure, une force intérieure cachée qu'il faut avoir, hein, quand même. Enfin, on sent que finalement, le personnage n'est pas si faible que ça. Et donc j'ai trouvé vraiment l'aspect de cette personnalité-là, de cette force super attrayante, quoi. Et il y a également un autre personnage qui va venir. Donc attention, spoil. Son amie Chloé, personnage très charismatique pour moi, qui renforce... Alors, faut savoir que comme on fait des études de photographie,
Je vais utiliser quand même pas mal le mot contraste hein, dans la vidéo, vous allez voir. D'ailleurs, très beau contraste de couleurs sur les jeux de lumière, notamment dans le jeu. Les graphiques sont pas terribles, hein, comme vous pouvez le voir, mais on s'en fout. Enfin, pour moi, personnellement, je m'en fous, parce que finalement, il y a quand même le strict nécessaire hein, dans le jeu. Ils ont fait des détails qu'il n'y a pas, et ils ont oublié des détails qui ne sont pas nécessaires au jeu. Je parle notamment des textures qui pop, finalement tout ça c'est secondaire, mais par exemple les effets de l'eau dans les yeux quand les personnages pleurent, ça c'est pensé, ça c'est bien réussi, vous voyez. Donc il y a quand même des petits détails qui sont bien réussis. Je parle notamment de l'aspect facial hein, des personnages. Les expressions faciales des personnages sont très réussies, ils sont vivants, ils sont péchus, notamment Chloé quand même, comme j'avais envie de le dire. Chloé qui est un personnage qui est très dynamique, qui est très péchu, cette espèce de punk finalement qui a quand même des faiblesses, on s'en rend compte, hein, notamment sur sa famille, ses problèmes familiaux, etc. Il y a un contraste entre Max et... Max c'est le diminutif de Maxime. Hein. Je préfère le préciser, ça avait l'air logique, ok, mais je préfère le préciser quand même parce que bon Max ça fait quand même assez masculin. Donc le contraste entre Chloé et Max est vraiment parfait, je le trouve. Chloé a vraiment la joie de vivre, la joie d'arriver, d'avoir la foi, etc. que Max n'a pas. On va même d'ailleurs la voir dans certaines scènes, elle va dire viens Max, viens on va danser, etc. C'est vraiment son amie d'enfance qui a vraiment un dynamisme. Elle apporte vraiment quelque chose au personnage, hein, si vous voulez. Elle est vraiment présente. Elle est très égocentrique, hein, comme c'est une personne assez égocentrique, mais finalement, au fur et à mesure où on va avancer dans le jeu, on va comprendre sa psychologie. Je la trouve très bien faite. Et attention, gros spoil. Alors là, bouchez-vous les oreilles si vous voulez pas entendre. J'espère que c'est bon. Je parle notamment de l'épisode 4, hein, pour ceux qui l'ont fait. On comprend pourquoi elle devient égocentrique. Hein. Enfin, je veux dire, il y a une chronologie qui est logique à ce qu'elle est devenue. Et c'est là qu'on comprend pourquoi et comment le personnage a changé, quoi. Et ça, c'est vraiment fort. J'ai vraiment trouvé ça super fort de nous expliquer la psychologie en elle-même du personnage. J'ai trouvé ça vraiment super puissant, quoi. Il y a aussi le personnage de Kate, donc de toute façon tous les personnages vont servir, mais le personnage de Kate, je voulais vous en parler parce que je le trouve un petit peu de trop. On va dire que c'est un personnage qui est très important à l'histoire, c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais je trouve qu'ils l'ont peut-être un petit peu trop surjoué. J'entends par là qu'ils ont peut-être mis trop d'émotions, on a tellement de pitié pour le personnage que ça devient un petit peu trop stéréotypé, si vous voulez. Ils auraient peut-être dû prendre un personnage peut-être un petit peu plus moche, parce que là, ça fait vraiment... le personnage est vraiment faible, on sent vraiment... Enfin, il attire vraiment la pitié, et du coup, je trouve que ça gâche un peu le système de ce qu'ils ont mis en place, le système qu'ils ont mis en place de Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Là, ça s'écroule un petit peu d'un coup, et je trouve ça un petit peu... Enfin, ça s'écroule. Ça marche très bien, hein, si vous voulez, c'est complètement cohérent, mais je trouve que, justement, ils auraient dû faire les choses encore plus loin, pousser le bouchon encore plus loin, et faire vraiment un personnage qui est complètement Monsieur et Madame Tout-le-Monde, quoi. Et je pense... Alors, il y a un petit problème aussi avec le système de jeu, je vais y revenir là-dessus. Je parle notamment du personnage de Kate en même temps, du moment de la pluie. Alors je dis le moment de la pluie pour pas trop vous spoiler, ceux qui ont fait le jeu me comprendront. À un moment donné, on arrive quelque part et on doit faire un choix qui est définitif, tout simplement parce que c'est scripté. Donc là, il y a une espèce de frustration de ne pas pouvoir faire de retour dans le temps pour pouvoir modifier ses choix. Et là, je trouve ça, il y a une espèce de frustration, bien sûr, c'est fait exprès, c'est scripté, mais je trouve qu'il y a quand même la frustration de ne pas avoir vraiment le choix. Il y a quelques moments dans le jeu qui seront comme ça, effectivement, et qui vont vraiment... qui vont me faire chier, quoi, voilà, tout simplement. Il y a d'autres petits choix qui vont pas changer grand-chose. Par exemple, tu réponds oui ou non, finalement, ça n'a aucun impact. Si, ça aura un impact négatif ou positif, mais la personne va dire exactement la même phrase. Donc c'est un petit peu... Voilà, c'est une espèce de faux choix quelque part. Donc c'est aussi... moi je trouve ça dommage qu'ils aient pas poussé le bouchon encore plus loin. Donc après je peux comprendre. Hein, je pense qu'à la base ils ont pas eu un énorme budget. J'ai pas trop regardé hein, le budget du jeu.
Mais je pense que ça peut venir effectivement de là. Il y a aussi un énorme déséquilibre sur... Alors il est quand même très bien équilibré le pouvoir. Il y a même des moments où moi personnellement j'ai oublié qu'on avait le pouvoir. Parce que si vous voulez, le jeu est très contemplatif. Du coup, ce qui nous entraîne beaucoup, ce serait la musique. Vous allez voir qu'il y a des super belles musiques, que ce soit dans la radio, que ce soit dans vos écouteurs, que ce soit le jeu, même le jeu. Je parle des tracks, par exemple, qu'elle met dans sa radio. Hein. Chloé, elle va mettre à un moment des tracks dans sa radio. Ils vont se lancer. Ce seront des super musiques. Il y a vraiment une ambiance. Je parle aussi des musiques de fin de... Alors, je pourrais pas dire les titres, hein, j'ai pas recherché sur Google. Mais par exemple, les musiques qui se lancent en fin d'épisode, donc il faut savoir que Life is Strange marche avec des épisodes, il y a 5 épisodes au total, et à la fin de chaque épisode, il y a une petite musique pour faire vraiment série. Donc là, ça renforce encore une fois l'immersion, mais vous voyez, ces petits moments de musique sont vraiment très importants parce que finalement, il y a vraiment une ambiance qui se met en place, quoi. Et cette ambiance très contemplative, on va la retrouver un petit peu dans certains moments où le personnage, donc Maxine, va parfois se balader, etc. On va se retrouver avec le jeu de couleurs, encore une fois, qui vont s'ajouter, qui vont mélanger un petit peu tout ça, et ça va donner vraiment un aspect très contemplatif, encore une fois, de la chose, quoi. Et tout ça pour en revenir au final que le système de jeu, enfin le pouvoir, le côté mystique en fait du pouvoir, est complètement déséquilibré. Alors il y a une espèce d'équilibre aussi sur la répartition des épisodes. Petit problème là-dessus aussi, c'est que en fait les épisodes ne sont pas du tout équilibrés. Il y a vraiment un manque. Par exemple, l'épisode 1 va durer peut-être, je dis des conneries, hein, mais peut-être 1 heure. Le dernier épisode va peut-être durer 2 heures, quoi. Il y a vraiment un espèce d'équilibre de durée qui vient s'ajouter un petit peu comme ça. C'est un petit peu... alors je trouve que c'est un peu spécial, quoi. Vraiment, il y a... Bon, après, le premier épisode est gratuit, hein. Je pense que c'est aussi pour ça. Non, mais pour de vrai, je pense que c'est pour ça. Et sinon, il y a également le côté mystique hein, du pouvoir. Je trouve que l'épisode 5 ne sert complètement à rien. Je pense qu'en fait, ils auraient pu s'arrêter tout simplement à l'épisode, bon, on va dire 4,5, hein, parce qu'il y a quand même la chute dans le 5, forcément. Mais je trouve qu'en fait, l'aspect... de la fin du 5. Alors attention, énorme spoil, hein, passez quelques minutes hein, si vous voulez pas entendre ça. Le système un petit peu de Bioshockisé, on va dire ça comme ça, hein, sur le système de faille temporelle, etc. Je trouve ça vraiment nul d'avoir fait ça parce que c'est déjà vu, c'est revu. Je trouve pas ça du tout intéressant de pouvoir de mettre ce truc là comme ça quoi. Ça fait vraiment ouais bon la fin on sait pas trop, on va mettre ça comme ça quoi. Donc ça je trouve ça dommage, la fin réellement je la trouve vraiment dommage. En fait si vous voulez le déséquilibre du côté mystique je le trouve vraiment présent, enfin, il commence vraiment à être présent à partir on va dire du 3e épisode. Enfin, le côté mystique vient un petit peu gâcher tout ça si vous voulez. Sinon alors, attention spoil, hein, l'enquête se passe relativement bien, hein, je veux dire, le côté enquête, il est vraiment présent, il est vraiment super sympa. Et je pense que j'ai fait le tour sur le jeu, hein, parce que là, je racle un petit peu, hein, je sais pas trop quoi dire. Donc je pense avoir fait le tour sur le jeu. C'est un jeu que j'ai vraiment apprécié, donc si vous avez, on va dire, les 15 € à dépenser... Je pense que c'est un bon investissement hein, pour celui qui a envie, qui aime en tout cas les jeux où on s'intéresse à la psychologie des personnages, d'avoir un peu comme un film en fait, hein, voilà, un jeu scénarisé, celui qui s'intéresse aux jeux scénarisés, du moins actuels, avec une espèce d'histoire un petit peu polar d'étudiants quoi, hein, on va dire ça comme ça. C'est un jeu clairement que je vous conseille. C'est un jeu qui dure à peu près 15 heures, on va dire. Oui, bon, je l'ai fini en une douzaine d'heures, voilà. Moi, j'y suis personnellement revenu. Là, je suis à peu près à... je l'ai fini une fois, je suis à la moitié du jeu encore, donc je l'ai presque fait 1,5 fois. Mais vraiment, c'est parce que c'est la première fois que ça m'arrive. C'est une des rares fois que ça m'arrive depuis très longtemps, hein, de recommencer un jeu comme ça directement après l'avoir fini. Ça m'arrive très très rarement, donc là ça veut dire qu'il y a vraiment du potentiel hein, dans le jeu. Voilà, donc c'était Killing Joke, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la prochaine fois, alors pour un test, je l'espère, ou un direct live, ou pour une autre vidéo, voilà. Bonne journée à vous.